Un millionnaire découvre des jumelles identiques à son amour d'enfance, puis apprend que leur mère est à l'hôpital avec seulement 3 mois à vivre. Avant de commencer, ajoutez un emoji représentant votre pays. Bonne lecture. La pluie de Seattle tombait en rideau lorsque Maxwell Donovan sortit de sa Tesla. Les gouttes dansaient sur ses chaussures en cuir italien sur mesure. À 46 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un Pantouse avec vue sur le Puget Sound. Un empire technologique évalué à des milliards. Un jet privé prêt à décoller sur un simple ordre. Tout, sauf ce qui comptait vraiment. Monsieur, votre réunion avec le conseil est dans 30 minutes, annonça la voix de son assistante dans son oreillette. J'y serai, répondit Maxwell, rejetant le rappel d'un simple geste. Il avait besoin d'un café, un vrai, pas de cette décoction prétentieuse qu'on sert dans les salles de réunion. En tournant au coin de la rue vers son café local préféré, il les vit. 2 petites filles, peut-être âgées de 8 ans, recroquevillées sous le vent d'une librairie fermée. Des jumelles identiques aux cheveux cuivrés tombant en vagues emmêlées autour de visages pâles. Ce n'étaient pas des enfants ordinaires. Elles étaient l'image vivante d'elles. Maxwell s'immobilisa, le monde autour de lui devenant soudainement silencieux. Ses yeux, cette teinte unique de vert ambré qu'il avait passé 30 ans à essayer d'oublier. Un peu de monnaie, monsieur, demanda celle de gauche, tendant sa petite main. Sa voix portait la même musicalité que celle qui avait été autrefois la bande-son de ses souvenirs les plus heureux. Pour les médicaments de notre maman, ajouta sa sœur, serrant un vieux nounours usé, borgne. Le cœur de Maxwell battait la chamade. Où est votre mère? Demanda-t-il, à peine audible sous la pluie battante. Hôpital, dit la première. Elle est très malade. Cancer, chuchota la deuxième, des mots qui semblaient irréels dans une bouche si jeune. Le temps sembla se figer pendant que Maxwell fixait les fillettes. Des copies conformes d'Elizabeth Winters, son premier amour. La fille qui lui avait promis de l'attendre quand il était parti à l'université. Celle dont les lettres s'étaient soudainement arrêtées. Celle dont les parents lui avaient dit qu'elle avait déménagé sans laisser d'adresse. Comment s'appelle votre maman? Demanda Maxwell, sachant déjà la réponse. Elisabeth, dirent-elles en chœur. Les jambes de Maxwell flanchèrent presque. Après toutes ces années, se pouvait-il vraiment que ce soit elle? Je m'appelle Maxwell, dit-il en s'agenouillant à leur hauteur malgré la pluie qui détrempait son costume à $3000. Je veux aider votre maman. Vous pouvez m'emmener la voir? Les fillettes échangèrent un regard, cette communication silencieuse propre aux jumeaux. Puis celle avec l'ours en peluche acquiesça. Je suis Lucie. Elle, c'est Lily. Maman est à Seattle, Grèce. On n'est pas censé aller avec des étrangers, ajouta Lily avec prudence. Maxwell sourit doucement. Tu as tout à fait raison. Que diriez-vous de ça? Je commande un taxi pour nous 3. Et vous pouvez utiliser mon téléphone pour appeler quelqu'un à l'hôpital qui vous connaît. Un autre échange de regards, puis des hochements de tête hésitants. 20 minutes plus tard, Maxwell se tenait devant la chambre 412, son monde basculant. À travers la petite fenêtre de la porte, il la vit. Plus mince, plus pâle, ses cheveux cuivrés autrefois flamboyants devenus ternes et courts contre l'oreiller blanc. Mais c'était bien elle, Elisabeth. Un médecin sortit de la chambre, une tablette à la main. Excusez-moi, dit Maxwell, à peine reconnaissant sa propre voix. Je suis un vieil ami d'Elizabeth Winters. Comment va-t-elle? Le regard du médecin changea légèrement. Ce regard que les médecins ont quand ils annoncent de mauvaises nouvelles. Êtes-vous de la famille? Non, mais... Je suis désolé. Je ne peux parler de son état qu'avec ses proches. Lucie tira la manche de Maxwell. Le docteur a dit à maman qu'elle a 3 mois, chuchota-t-elle, les yeux grands et effrayés. C'est long, 3 mois? Maxwell sentit le sol se dérober sous lui. Ces 2 petites filles, des orphelines en devenir avec les yeux d'Elisabeth. Attendez. Lança-t-il alors que le médecin tournait les talons. Je veux aider. Quoi qu'il lui faille. Des spécialistes, des traitements, n'importe quoi. L'argent n'est pas un problème. Le médecin s'arrêta, observant Maxwell avec un nouvel intérêt. Nous devrions peut-être parler dans mon bureau, monsieur Donovan. Maxwell Donovan. Derrière lui, le moniteur d'Elisabeth émettait un bip régulier, comptant les précieuses secondes de sa vie restante. Maxwell savait, avec une certitude absolue,
qu'il était exactement là où le destin l'avait toujours destiné à être. Monsieur Donovan, Elizabeth a un cancer du pancréas de stade 4, avec des métastases au foie, expliqua le docteur Reeves. Les murs de son bureau étaient tapissés de diplômes qui semblaient soudainement inutiles à Maxwell. Nous avons épuisé les traitements standards. Son état s'est rapidement détérioré ce dernier mois. Maxwell se pencha en avant. Et les traitements expérimentaux? Les essais cliniques? Elle a été rejetée de 3 essais. Son état est trop avancé. Je ferai des dons, énormes. Je financerai un centre de recherche entier. Dr. Reeves secoua la tête. Je comprends votre volonté d'aider, mais l'argent ne peut pas changer la biologie. Elizabeth a peut-être quelques semaines, au mieux 3 mois. Maxwell regarda par la fenêtre, la ville de Seattle brillant sous la pluie. Et ses filles? Aussi bien qu'on peut l'espérer. Les services de protection de l'enfance sont impliqués. Elles n'ont aucune autre famille. Ces mots frappèrent Maxwell comme des coups de poing. Aucune famille. Comme Elizabeth, quand ils s'étaient rencontrés boursiers à Westlake Prep, il y a 30 ans. Puis-je la voir? Quelques minutes plus tard, Maxwell se tenait au chevet d'Elizabeth, retenant son souffle. Les moniteurs émettaient un bip doux, marquant le temps qui s'échappait. Lizzie, murmura-t-il, utilisant le surnom qu'il était seul à lui donner. Ses paupières battirent, puis s'ouvrirent. La reconnaissance se dessina lentement dans ses yeux ambrés familiers. Max, suis-je en train de rêver? Non. Je suis vraiment là, dit-il, la voix brisée en prenant sa main fine. Les filles t'ont trouvé, dit-elle, comprenant immédiatement. Elles étaient en ville. Je les ai vues. Et, pourquoi ne m'as-tu rien dit, Lizzie? Toutes ces années. Une larme glissa sur sa joue creusée. Je t'ai écrit des dizaines de lettres. Quand tu n'as jamais répondu, j'ai cru que tu avais tourné la page. Tes parents m'ont dit que tu voulais couper les ponts. Maxwell sentit son sang se glacer. Mes parents m'ont dit que tu étais parti sans laisser d'adresse. Elizabeth ferma les yeux. Ils ne voulaient pas de nous ensemble. La fille boursière et leur fils. Je ne savais rien des jumelles. Je l'ai découvert après avoir cru que tu m'avais abandonné. Ses doigts se refermèrent faiblement autour des siens. Max, j'ai peur pour mes filles. Je m'occuperai d'elles, dit Maxwell sans hésitation, les mots lui échappant sans qu'il les réfléchisse. Je te le promets. Les yeux d'Elizabeth s'écarquillèrent. Tu ne peux pas juste. Je peux. Et je vais le faire. Il y avait dans sa voix une certitude qui le surprit lui-même. Je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, Lizzie. Jamais. 1 heure plus tard, alors qu'il quittait la chambre, l'esprit bouleversé par des décennies de mensonges et de temps perdu, son téléphone se mit à vibrer. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de sa mère, Margaret Donovan, mondaine de Boston, membre du conseil d'administration de son entreprise, et apparemment l'architecte de son plus grand chagrin. Les jumelles étaient assises dans la salle d'attente, le regard fixé sur lui avec les yeux d'Elizabeth, leurs avenirs désormais inexplicablement liés aux siens. Le doigt de Maxwell flottait au-dessus du bouton de réponse. 30 ans de questions lui brûlaient la gorge. Maxwell, mon chéri, le conseil est en ébullition. Où es-tu? La voix de sa mère, toujours aussi posée et maîtrisée, résonna dans le téléphone. Maxwell observait les jumelles partageant un encas acheté au distributeur. Je suis à l'hôpital Seattle Grèce. Un hôpital? Tu es malade? Non. Je suis avec Elizabeth Winters et ses filles. Le silence qui suivit lui dit tout. Je ne sais pas qui. Non, l'interrompit Maxwell d'un ton tranchant. Ne me mens plus jamais. Tu as intercepté ces lettres. Tu m'as dit qu'elle avait déménagé. Tu mens depuis 30 ans. Un nouveau silence. Tu avais 18 ans, Maxwell. Tu entrais à Yale. Tu ne pouvais pas avoir une grossesse adolescente et une fille venue de nulle part. Elle était enceinte de mes enfants. Et tu m'as caché ça. Des enfants? Il y en a plusieurs? Des jumelles. Elles ont 8 ans. C'est impossible, rétorqua sa mère, la voix se durcissant. Si Elizabeth avait été enceinte, cet enfant aurait aujourd'hui près de 30 ans. Le monde de Maxwell bascula. Quoi? Si elle était enceinte quand tu es parti à Yale, cet enfant aurait 28 ans aujourd'hui. Maxwell fixa Lucie et Lily. Elles avaient bien 8 ans.
Et elles étaient indiscutablement les filles d'Elisabeth. Les implications lui donnèrent le vertige. « Je dois y aller, dit-il, mettant fin à l'appel malgré les protestations de sa mère. Une infirmière s'approcha. « Monsieur Donovan ? Elisabeth demande à vous voir. » De retour dans la chambre 412, Elisabeth semblait encore plus faible qu'avant. « Les filles ont dit que tu allais nous aider, murmura-t-elle. Maxwell s'assit à côté d'elle. « Lizzie, je viens de parler à ma mère. Elle a avoué avoir intercepté tes lettres, toutes ces années. » Les yeux d'Elisabeth se remplirent de larmes. « Je le savais. Je savais que tu ne m'aurais pas oublié. Elle m'a aussi dit autre chose, poursuivit Maxwell. Elle a dit, si elle était enceinte quand tu es parti, cet enfant aurait aujourd'hui près de 30 ans. » Le regard d'Elisabeth glissa sur le côté. « Je n'ai jamais dit que les filles étaient les tiennes, Max. » Ces mots furent comme de l'eau glacée dans ses veines. « Alors, qui ? » « Ce sont mes petites filles, murmura Elisabeth. Ma fille, Charlotte, les a eues à 21 ans. Elle et son mari sont morts dans un accident de voiture l'année dernière. Maxwell peinait à comprendre. Ta fille ? Notre fille ? Elisabeth acquiesça lentement. Charlotte était la tienne. Elle avait tes yeux, ton sourire. Elle était brillante, comme toi. Et je ne l'ai jamais connue, dit Maxwell, submergé par le chagrin pour un enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Où sont ses affaires ? Des photos ? Dans un garde-meuble. J'ai dû quitter l'appartement après l'enterrement et les factures médicales, dit-elle d'une voix tremblante. Les filles sont tout ce qu'il me reste d'elles. Maxwell lui prit la main, ressentant les décennies de moments manqués et de temps volés. Elles sont tout ce qu'il nous reste d'elles, corrigea-t-il doucement. En quittant la chambre, son téléphone s'illumina de messages de son équipe de direction, retour exigé, réunion du conseil, projection trimestrielle, négociation de fusion. Tout cela semblait désormais sans importance. Dans le couloir, Lucie s'approcha, sa sœur à moitié cachée derrière elle. « C'est vrai que tu es le papa de notre maman ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Maxwell s'agenouilla et plongea son regard dans ses yeux si semblables aux siens. « Je crois que oui. Ce qui veut dire que je suis votre grand-père. »« On n'a jamais eu de grand-père, » murmura Lily. « Eh bien, maintenant vous en avez un, » promit Maxwell. « Et je ne vais nulle part. » Derrière eux, un homme en costume onéreux descendit de l'ascenseur, balayant le couloir du regard avec une précision prédatrice. « Monsieur Donovan, » appela l'administrateur de l'hôpital, « un agent des services de protection de l'enfance veut vous parler immédiatement. » L'agent, Nelson Parker, avait l'efficacité lasse de ceux qui ont trop vu et pu faire trop peu. « Monsieur Donovan, je crois comprendre que vous prétendez être le grand-père biologique de ces enfants, » dit-il en feuilletant son dossier dans une petite salle de consultation. « Je le suis. Leur mère était ma fille. Une fille que vous n'avez jamais rencontrée ni soutenue. » Maxwell se raidit. « Je ne savais même pas qu'elle existait jusqu'à aujourd'hui. Leur grand-mère et moi avons été séparés par des circonstances indépendantes de notre volonté. » Parker resta impassible. « Il faudra des tests ADN pour établir la filiation. Même alors, vous n'avez pour l'instant aucune autorité légale. Les filles sont actuellement sous la tutelle de l'État. Leur grand-mère est encore en vie. Mais en phase terminale. Nous nous préparons pour l'après. » Maxwell se pencha en avant. « Je veux déposer une demande de garde d'urgence aujourd'hui. Avec tout le respect, monsieur Donovan, vous êtes un parfait inconnu pour ces enfants. Vous n'avez aucune expérience parentale. Et votre mode de vie ? » ?»« Mon mode de vie ? PDG milliardaire, voyage constant, semaine de 60 heures. Pas vraiment l'idéal pour élever 2 fillettes traumatisées de 8 ans. » Maxwell sentit sa colère monter. « Je peux changer mes circonstances. Elles ne peuvent pas changer les leurs sans aide. » Parker soupira. « Test ADN d'abord, ensuite étude du foyer, vérification d'antécédents, cours de parentalité, évaluation psychologique. Cela prend des mois, même en procédure accélérée. Elisabeth n'a pas des mois. C'est justement pour cela que nous sommes impliqués. » Alors qu'il parlait, le téléphone de Maxwell n'arrêtait pas de vibrer. Le conseil menaçait de tenir une réunion d'urgence sans lui. « J'ai besoin de passer un appel, » dit Maxwell, sortant dans le couloir. Il composa le numéro de sa directrice des opérations, Rachel Wells. « Max, où es-tu ? » Le conseil se révolte,
la fusion s'effondre. Rachel, j'ai besoin que tu gères tout pendant quelques semaines. Des semaines? Tu fais une crise de la quarantaine? Je viens de découvrir que j'avais une fille. Elle est morte l'an dernier. Ces filles jumelles sont maintenant dans le système, parce que leur grand-mère, mon premier amour, est en train de mourir d'un cancer. Le silence fut long. Mon Dieu, Max? Exactement. Le reste peut attendre. De retour dans la salle de consultation, Parker rangeait ses documents. Le test ADN est prévu pour demain, annonça-t-il. En attendant, les filles resteront dans leur foyer d'accueil actuel. Foyer d'accueil? Elles ne sont pas avec Elisabeth? Madame Winter s'est hospitalisée depuis des semaines, Monsieur Donovan. Les filles sont en placement d'urgence. Maxwell se sentit mal. Puis-je voir où elles sont placées? Ce n'est pas la procédure habituelle. Je ferai un don de $100 000 aux services sociaux, tout de suite. Monsieur Donovan, ce serait inapproprié. Très bien. Puis-je au moins passer du temps avec elle aujourd'hui à l'hôpital? Une visite supervisée peut être organisée. Après le départ de Parker, Maxwell retourna dans la chambre d'Elisabeth. Elle dormait, sa respiration faible. Une infirmière en train de mettre à jour son dossier leva les yeux. Elle demande sa boîte à lettres. Elle dit que c'est important que vous voyiez ce qu'il y a dedans. Boîte à lettres? Une petite boîte en bois qu'elle garde dans son sac d'hôpital. Elle dit qu'elle contient 30 ans de lettres. Le cœur de Maxwell se serra. Des lettres pour qui? L'infirmière lui lança un regard plein de sous-entendus. Pour vous, je crois. Des lettres qu'elle a écrites mais n'a jamais pu envoyer. La boîte en bois reposait sur les genoux de Maxwell, usée par des décennies de manipulation. À l'intérieur, des dizaines de lettres, toutes datées et adressées à lui, couvrant 30 années. D'une main tremblante, il ouvrit la première, datant de quelques semaines après son départ pour Yale. Cher Max. Je t'ai écrit 3 fois, sans réponse. Ta mère dit que tu es trop occupé pour les distractions de ta ville natale. Peut-être qu'elle a raison. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé, Max. J'ai peur, mais aussi heureuse, parce qu'il ou elle fait partie de toi. Maxwell lut lettre après lettre, voyant l'espoir d'Elisabeth se transformer en désespoir, puis en détermination à élever seule leur fille. Il y avait les premiers pas de Charlotte, ses premiers mots, ses réussites scolaires. Elisabeth avait tout documenté, chaque étape, chaque jalon, comme si, un jour, il pourrait les lire. Dans la chambre d'hôpital, Elisabeth bougea légèrement. Tu les as trouvés? Pourquoi tu as continué à écrire? Demanda Maxwell, la voix rauque d'émotion. Pendant 30 ans, alors que tu pensais que je t'avais abandonné? Elisabeth esquissa un sourire triste. Au début, j'écrivais parce que je pensais que tu reviendrais. Ensuite, parce que ça m'aidait à me sentir moins seul. Et puis, parce que Charlotte méritait de connaître son père, même si ce n'était qu'à travers mes mots. Elle les a lus? Oui. À 18 ans, elle voulait te retrouver, mais je l'ai convaincue d'attendre d'avoir fini l'université. La voix d'Elisabeth se brisa. Elle n'en a jamais eu l'occasion. Maxwell rapprocha sa chaise. Parle-moi d'elle. De tout? Pendant 1 heure, Elisabeth raconta la vie de leur fille, comment Charlotte avait hérité du don de Maxwell pour les mathématiques et de son esprit entrepreneurial, comment elle avait créé une petite entreprise technologique avec son mari, James, et comment ils étaient morts en revenant d'un rendez-vous avec un investisseur, lors d'un orage. Elle t'aurait retrouvé un jour, dit Elisabeth. Elle te ressemblait tellement. Déterminée, brillante, inarrêtable une fois lancée. Et les jumelles? Elles sont si jeunes pour avoir perdu autant. Elles sont fortes. Lucie est la rationnelle, l'organisatrice. Lily est la rêveuse, sensible et artistique. Elle s'équilibre. Une quinte de toux violente saisit Elisabeth, faisant accourir une infirmière. Maxwell fut prié de sortir pendant qu'il la stabilisait. Dans la salle d'attente, son téléphone sonna. Son avocat. Max, c'est quoi cette histoire de garde d'urgence d'enfants que tu viens à peine de rencontrer? Ce sont mes petites filles, John. Bon sang. Le conseil d'administration remet déjà en question ton jugement. Si tu poursuis ça, ils vont s'en servir contre toi. Qu'ils essaient. Ils parlent d'invoquer la clause de santé mentale dans ton contrat. Congé forcé.
Tu dois venir calmer les choses. Maxwell regarda Lucy et Lily être conduites dans le couloir par une assistante sociale pour leur visite à Elizabeth. Le conseil peut attendre, dit-il, et il raccrocha. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il reconnut un visage familier, sa mère, Margaret Donovan, impeccablement habillée et rayonnant d'une froide colère. « Maxwell, ça suffit maintenant », lança-t-elle en s'avançant. « J'ai parlé au conseil. Il s'accorde à dire que ton comportement est inquiétant. Tu as détruit ma famille, répondit-il calmement. Tu m'as privé de mon enfant, de mes petites filles. Et maintenant tu es ici pourquoi? Faire encore plus de dégâts? Le visage si bien maîtrisé de Margaret se fendilla. Je t'ai protégé. Cette fille aurait ruiné ton avenir. Non, maman. Tu l'as ruiné quand tu as décidé de jouer à Dieu avec ma vie. Lucy et Lily sortirent de la chambre d'Elizabeth et s'arrêtèrent net en voyant la confrontation. Margaret les fixa, voyant dans leurs traits le mélange indéniable des Donovan et d'Elizabeth. « Mon Dieu, murmura-t-elle. Elle te ressemble tellement à cet âge-là. » Les résultats ADN confirmèrent ce que Maxwell savait déjà au fond de lui. Les jumelles étaient bien les filles de Charlotte, ce qui faisait d'elles ses petites filles biologiques. Une correspondance de 99,97%, annonça le docteur Reeves en lui tendant le rapport. Félicitations, grand-père. Le mot frappa Maxwell comme un coup. Grand-père a 46 ans. Un grand-père qui n'avait jamais été père. Comment va Elizabeth aujourd'hui? Demanda-t-il en repoussant le vertige émotionnel. Le visage du docteur s'assombrit. Ce n'est pas bon. Le cancer progresse plus vite que prévu. Elle développe une insuffisance hépatique. Il lui reste combien de temps? Des semaines. Pas des mois. Je suis désolé. Maxwell avait passé les 5 derniers jours presque entièrement à l'hôpital, ne quittant les lieux que pour se doucher et changer de vêtements dans son pantouse à Seattle. Son empire était en plein chaos. Le conseil avait effectivement invoqué la clause de santé mentale, le plaçant en congé forcé avec sa mère nommée PDG par intérim. Il en avait cure. Dans la chambre d'Elizabeth, les jumelles étaient assises de chaque côté du lit, lisant à voix haute un vieux exemplaire de The Secret Garden. Les yeux d'Elizabeth restaient fermés, mais elle souriait à certains passages. Monsieur Donovan, appela une infirmière depuis la porte. Quelqu'un est ici pour voir Madame Winters. Il dit être un vieil ami. Dans la salle d'attente se tenait un homme grand, aux cheveux sombres striés d'argent, au visage marqué par le travail en extérieur. Robert Turner, se présenta-t-il en tendant une main calleuse. Je crois que vous êtes Max? Maxwell se raidit. Oui. Comment connaissez-vous Elizabeth? Nous sommes voisins depuis 15 ans. Je m'occupais un peu des filles quand Lizzie était en traitement. Le regard de Robert se durcit légèrement. C'est vous qui avez disparu, non? C'est compliqué. Ça l'est toujours. Il semblait l'évaluer du regard. Vous comptez rester cette fois? Oui. Bien. Ces filles ont besoin de quelqu'un. Robert tendit à Maxwell un trousseau de clés. Le box de stockage d'Elizabeth. Elle m'a demandé de vous les remettre. Il y a des choses que vous devez voir. Plus tard dans l'après-midi, pendant qu'Elizabeth se reposait et que les jumelles participaient à une séance d'art-thérapie, Maxwell se rendit au garde-meubles. Le box 424 était petit, contenant les restes de 2 vies brisées, celles d'Elizabeth et de Charlotte. Il y trouva des cartons étiquetés Charlotte École, contenant des bulletins parfaits, des rubans de concours scientifiques, des trophées de mathématiques. Un album photo montrait une jeune femme magnifique, avec ses yeux à lui et le sourire d'Elizabeth, évoluant de bébé à adulte à travers une série de clichés. Sa fille. Une inconnue qu'il ne connaîtrait jamais. Dans une boîte étiquetée Charlotte et James Entreprises, il trouva les plans d'un projet de start-up appelé Neurosoft, spécialisé dans les algorithmes d'IA pour le diagnostic médical. La technologie était brillante, en avance sur son temps. Maxwell s'assit sur le sol en béton, entouré des fantômes de ce qui aurait pu être, quand son téléphone sonna. C'était le docteur Reeves. « Monsieur Donovan, vous devez revenir. » L'état d'Elizabeth s'est aggravé. À l'hôpital, l'atmosphère dans la chambre 412 avait changé. Plus de machines, plus de personnel, des murmures urgents. Insuffisance hépatique aiguë, expliqua calmement le docteur. Son système est en train de s'arrêter. Les jumelles étaient blotties dans un coin avec une assistante sociale, leur petit visage pâle de peur.
Où iront-elles ce soir? Demanda Maxwell. De retour en famille d'accueil d'urgence. Non, répondit Maxwell d'une voix ferme. Elles viennent chez moi. Monsieur Donovan, sans approbation du tribunal. Alors obtenez-la. Appelez le juge Williams du tribunal de la famille. Dites-lui que Maxwell Donovan réclame la faveur de l'enchère caritative de l'an dernier. 30 minutes plus tard, avec quelques ficelles tirées et la bureaucratie contournée, Maxwell obtenait la garde d'urgence des jumelles pour la nuit. Elizabeth reprit brièvement conscience ce soir-là, ses yeux cherchant ceux de Maxwell dans la chambre faiblement éclairée. Max, murmura-t-elle. Les filles sont là, dit-il en guidant Lucie et Lily jusqu'au lit. Et elles viennent à la maison avec moi ce soir. Le soulagement inonda le visage d'Elizabeth. Les affaires de Charlotte sont dans le garde-meuble. J'ai trouvé son entreprise, ses recherches. Termine ce qu'elle a commencé, murmura Elizabeth. Ça allait tout changer. Sauver des vies. Je le ferai, promit Maxwell, tenant sa main fragile. Pour Charlotte. Pour les filles. Les yeux d'Elizabeth se posèrent sur les jumelles. Mes belles filles, souvenez-vous que je vous aimerai toujours, que je veillerai toujours sur vous. Ne pars pas, mamie, supplia Lily, les larmes coulant sur ses joues. Elizabeth rassembla ses dernières forces pour un dernier sourire. Je dois y aller, ma chérie. Mais je vous laisse avec quelqu'un qui vous aime autant que moi. Son regard revint vers Maxwell, lui transmettant des décennies de regrets silencieux avant de murmurer une phrase qui glaça son sang. Méfie-toi de Margaret. Elle essaiera de les prendre, elles aussi. Le pantouse surplombant le Puget Sound semblait cavernique cette première nuit. Maxwell n'avait jamais considéré à quel point son espace, conçu par des designers, pouvait sembler froid et inadapté à des enfants. Les jumelles se tenaient dans le vaste salon, encore vêtues de leurs vêtements des jours précédents, leurs petits sacs à dos serrés contre elles comme des bouées de sauvetage. « On va vraiment rester ici ?» demanda Lucie, son esprit pratique déjà à l'œuvre. « Oui », répondit Maxwell, réalisant soudain à quoi ressemblait son intérieur à leurs yeux, des meubles partagés, des œuvres d'art fragiles, aucune trace d'un monde enfantin. Pour ce soir, du moins. Demain, on pourra parler de la suite. Lily s'approcha des fenêtres du sol au plafond et posa sa main sur la vitre. On est si haut, comme des oiseaux. Sa voix exprimait l'émerveillement, pas la peur. Vous avez faim? Demanda Maxwell, prenant conscience qu'il ne savait pas du tout ce que mangeaient des enfants de 8 ans. Son frigo ne contenait que du vin hors de prix, du café gourmet et presque rien d'autre. On devrait garder la nourriture pour plus tard, dit Lucie doucement. Au cas où il n'y en aurait pas demain. La remarque frappa Maxwell comme un coup physique. Ses enfants avaient déjà appris à prévoir le manque, à s'attendre au pire. Les factures médicales d'Elizabeth avaient clairement vidé toutes leurs ressources. Dans cette maison, dit Maxwell en s'agenouillant à leur niveau, il y aura toujours à manger. Toujours. Vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter pour ça. Il commanda des pizzas et les observa, stupéfait, engloutir part après part. Plus tard, il leur donna la chambre d'amis et son lit king size. Elles s'y pelotonnèrent ensemble comme des chiots, malgré l'immensité de l'espace. Monsieur Maxwell? Appela Lily alors qu'il allait sortir. Est-ce que mamie va mourir demain? La franchise de la question le prit de court. Je ne sais pas, répondit-il avec honnêteté. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Elle nous a dit qu'elle allait bientôt au paradis, ajouta Lucie, le visage grave. Elle a dit qu'elle retrouverait maman et papa là-bas. Maxwell s'assit au bord du lit. Que vous souvenez-vous de vos parents? Les filles échangèrent un de leurs regards complices. Maman était très intelligente, dit Lucie. Elle fabriquait des ordinateurs et travaillait très dur. Papa racontait les meilleures histoires, enchaîna Lily. Il faisait des voix différentes pour chaque personnage. Ils se disputaient parfois, admit Lucie. À propos de l'argent, de l'entreprise. Mais il nous aimait beaucoup, termina Lily en serrant son ours en peluche borgne. Maxwell sentit une vague de chagrin l'envahir pour cette fille qu'il n'avait jamais connue, et qui avait pourtant hérité de sa détermination et de son ambition. J'aurais aimé les connaître, murmura-t-il. Mamie a des photos, proposa Lucie. Et des vidéos sur son téléphone. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Maxwell s'installa dans son bureau, entouré des dossiers qu'il avait récupérés du garde-meuble. Le projet de Charlotte pour Neurosoft était innovant, un système d'IA capable de prédire des crises médicales avant même l'apparition des symptômes.
Cela aurait pu révolutionner la médecine préventive. Sauver d'innombrables vies. Peut-être même celle d'Elisabeth. Son téléphone sonna. Rachel, sa directrice des opérations. Max, le conseil a prévu un vote d'urgence demain. Ta mère pousse pour te faire évincer définitivement. Sur quel motif? Instabilité mentale. Abandon de poste. Comportement irrationnel. Je continue? Maxwell ricana. Ma mère a détruit ma vie il y a 30 ans. Maintenant, elle veut détruire mon entreprise aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maxwell regarda vers la chambre où dormaient ses petites filles. Gagne-moi du temps. Je dois me concentrer sur Elisabeth et les filles maintenant. La fusion ne peut pas attendre, Max. Des milliards sont en jeu. Il y a des choses plus importantes que des milliards, Rachel. Après avoir raccroché, Maxwell retourna aux recherches de Charlotte. Plus il lisait, plus il était impressionné. Sa fille avait été brillante, peut-être plus encore que lui. Ses algorithmes étaient élégants, son approche révolutionnaire. Mais son entreprise avait manqué de fonds, incapable de terminer les essais cliniques ou d'obtenir une approbation de la FDA. L'ironie ne lui échappait pas, pendant qu'il bâtissait son empire, sa fille inconnue luttait pour lancer le sien sans les connexions ni le capital qu'il aurait pu lui offrir. À 3 heures du matin, son téléphone s'alluma avec un message du Dr Reeves. Elisabeth vous demande. Venez si vous le pouvez. Maxwell alla vérifier que les jumelles dormaient encore profondément. Puis il appela le concierge de son immeuble pour qu'il s'assoie devant la porte. À l'hôpital, l'infirmière de nuit leva les yeux lorsqu'il entra dans la chambre d'Elisabeth. Elle est consciente par intermittence, expliqua-t-elle. Elle demande après vous quand elle a ses moments de lucidité. Les yeux d'Elisabeth papillonnèrent lorsqu'il prit sa main. Max, murmura-t-elle. Les filles sont en sécurité, elles dorment. Elles ont mangé 3 pizzas à elles deux. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Elles grandissent. Les recherches de Charlotte sont remarquables, dit Maxwell. Je vais m'assurer qu'elles soient menées à terme, qu'elles arrivent sur le marché. Elisabeth serra faiblement sa main. Notre fille était spéciale, si intelligente, mais personne ne voulait la financer. Être une femme dans la tech, être jeune, sans réseau. J'aurais pu l'aider. Oui, confirma Elisabeth, la voix vacillante. Elle aurait changé le monde. Et elle le fera encore, promit Maxwell, à travers son travail, à travers ses filles. Le regard d'Elisabeth s'aiguisa soudain. Margaret est venue ici après ton départ. Elle m'a offert de l'argent. Le sang de Maxwell se glaça. De l'argent, pourquoi? Pour que je convainque les filles d'aller avec elle, pas avec toi. La respiration d'Elisabeth devint laborieuse. Elle a dit qu'elle serait mieux avec une grand-mère qu'avec un grand-père, qu'elle pouvait leur offrir une vraie éducation. Qu'est-ce que tu lui as dit? D'aller en enfer, murmura Elisabeth, une lueur de son ancien feu dans la voix. Mais Max, elle n'abandonnera pas. Elle nous a pris Charlotte. Ne la laisse pas prendre Lucie et Lily aussi. L'aube se levait sur Seattle quand Maxwell rentra aux Pentouzes. À sa surprise, Lucie et Lily étaient déjà réveillées, assises tranquillement dans la cuisine. Tu es revenu, dit Lucie, un soulagement évident dans sa voix. Bien sûr que je suis revenu, répondit Maxwell, comprenant qu'elles avaient eu peur qu'il les abandonne. Je suis juste allé voir votre grand-mère. Elle est? Demanda Lily, sans pouvoir terminer sa phrase. Elle est encore avec nous, les rassura Maxwell, même s'il savait que cela ne durerait plus longtemps. Vous avez faim? Un regard complice échangé entre jumelles. On ne savait pas si on avait le droit, expliqua Lucie en jetant un œil vers le frigo. Tout ce qu'il y a dans cette maison est à vous aussi, dit Maxwell en ouvrant les placards, qui étaient, hélas, honteusement vides de tout ce qu'un enfant pourrait manger. On ira faire des courses après être allé voir votre grand-mère. En les aidant à s'habiller avec leurs vêtements usés, les seuls qu'elle possédait, Maxwell dressait une liste mentale, vêtements, chaussures, livres, jouets, lits adaptés, tout ce dont 2 petites filles avaient besoin. Son téléphone vibra, alerte de calendrier. Réunion du conseil d'administration, 10 heures. Le vote pour sa destitution. Changement de programme, dit-il aux filles. On doit faire un petit détour avant l'hôpital. 1 heure plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur l'étage exécutif de Donovan Technologies. Les jumelles tenaient les mains de Maxwell,
les yeux écarquillés devant l'environnement de verre et d'acier étincelant. Les conversations cessèrent à leur passage. Les employés les regardaient, stupéfaits, leur PDG milliardaire menant 2 fillettes en haillons à travers les bureaux. Son assistante exhala. Monsieur Donovan, le conseil est déjà réuni. Parfait, ça nous fait gagner du temps. Maxwell guida les jumelles vers la salle du conseil. Pourriez-vous surveiller Lucy et Lily quelques minutes? Donnez-leur un jus, quelque chose. Dans la salle, 12 membres du conseil étaient installés autour de la grande table. Sa mère, Margaret, occupait déjà son fauteuil. Maxwell, salua-t-elle d'un ton glacial. Ceci est une réunion à huis clos. Une réunion sur moi sans moi? Je ne crois pas. Maxwell resta debout. Je crois comprendre que vous votez aujourd'hui pour ma destitution. Le membre du conseil Theodore Wilson tout sauta. Max, nous sommes inquiets de ton comportement récent. Tu as abandonné tes responsabilités, pris des décisions erratiques. J'ai pris un congé familial d'urgence après avoir découvert que j'avais une fille, décédée. Qui a laissé derrière elle 2 petites filles. Et leur grand-mère, mon premier amour, est en train de mourir d'un cancer. L'un de vous aurait-il agi autrement? Des regards gênés s'échangèrent autour de la table. Les décisions émotionnelles n'ont pas leur place dans les affaires, déclara Margaret d'un ton plat. Tu mets en péril une fusion à 30 milliards pour une affaire personnelle. Une affaire personnelle que tu as créée, répliqua Maxwell, la voix glaciale. Quand tu as intercepté les lettres d'Elizabeth il y a 30 ans. Quand tu m'as menti en me disant qu'elle était partie. Quand tu m'as empêché de savoir que j'avais un enfant. Le silence s'abattit sur la pièce. Plusieurs membres se tournèrent vers Margaret avec un nouveau regard, choc, désapprobation. C'est absurde, tenta Margaret, mais sa voix manquait de conviction. J'ai les lettres, mère. Toutes. Elisabeth a continué à m'écrire pendant des années, racontant la vie de notre fille. Des lettres que tu t'es assuré que je ne reçoive jamais. La membre du conseil Sophia Chen se pencha en avant. Margaret, est-ce vrai? Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. L'assistante de Maxwell entra avec les jumelles. Pardon, monsieur Donovan, la petite avait besoin des toilettes, elle ne voulait pas être séparée, et maintenant elle demande leur grand-père. Le mot résonna dans l'air. Grand-père. Tous les regards se tournèrent vers les filles, leurs chevelures cuivrées, leurs yeux ambre vert comme ceux d'Elizabeth, mais avec des traits Donovan indéniables. Mesdames et messieurs, dit Maxwell dans le silence. Voici mes petites filles, Lucy et Lily. Les filles firent un petit signe. Lily timide, Lucy analysant la pièce avec un regard déjà éveillé. Vous avez de belles tables, dit Lily poliment. Margaret se leva brusquement. Cette manipulation émotionnelle est indigne de toi, Maxwell. Est-ce vraiment de la manipulation de présenter ma famille? Celle que tu m'as cachée? Maxwell se tourna vers le conseil. J'ai fondé cette entreprise. Je l'ai bâtie à partir de rien. J'ai livré des bénéfices records pendant 15 années consécutives. Aujourd'hui, je prends 2 semaines pour gérer une urgence familiale. Une urgence provoquée par les mensonges de ma mère. Et maintenant elle tente un coup d'État. Ce n'est pas du tout ce qui se passe, protesta Margaret. Vraiment, dit Maxwell en sortant son téléphone. Je vous informe que j'ai enregistré notre conversation, ce qui est légal dans l'État de Washington. Je me demande comment les actionnaires réagiraient en apprenant que la PDG par intérim a caché l'existence de sa petite fille au fondateur pendant 30 ans. Et qu'elle a tenté de soudoyer une mourante pour influencer une garde d'enfants. Theodore Wilson tout sauta à nouveau. Peut-être devrions-nous reporter ce vote jusqu'à... Non, l'interrompit Maxwell. Votez maintenant. Retirez-moi si vous le souhaitez. Mais comprenez bien ce pourquoi vous votez, une prise de pouvoir par quelqu'un qui a déjà prouvé qu'elle sacrifierait sa famille pour le contrôle. Un à un, les membres du conseil détournèrent les yeux de Margaret. L'atmosphère dans la pièce avait changé de manière palpable. S'il n'y a pas de vote, poursuivit Maxwell, je prendrai un congé familial de 2 semaines. Rachel a ma procuration pour tout, sauf la fusion, qui attendra. Ensuite, nous pourrons rediscuter de ma position, si nécessaire. Il tendit les mains aux jumelles. Allez, les filles. On va voir grand-mère. En sortant, Lucy leva les yeux vers lui. Cette dame, c'est vraiment notre arrière-grand-mère? Biologiquement, oui.
Je ne l'aime pas trop, chuchota Lily. Elle a des yeux froids. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Maxwell. La vérité sort de la bouche des enfants. Elizabeth mourut 3 jours plus tard, paisiblement, avec Maxwell et les jumelles à son chevet. Ces derniers mots furent pour les filles, leur rappeler d'être toujours courageuses et gentilles, de prendre soin l'une de l'autre, de se souvenir qu'elles étaient aimées. Dans ces derniers instants, elle serra la main de Maxwell et murmura. « Trouve le bonheur cette fois, Max. Ne perds pas encore 30 ans. » Les funérailles furent sobres mais dignes, payées par Maxwell. Robert Turner était présent, accompagné de quelques collègues d'Elizabeth du dîner où elle travaillait la nuit, et de plusieurs voisins. Les jumelles, en robe noire toute neuve, se tenaient la main pendant toute la cérémonie, leur chagrin palpable mais contenu, comme si elles avaient déjà traversé trop de pertes pour être submergées davantage. Elles sont trop jeunes pour comprendre que la mort est définitive, avait dit la psychologue pour enfants lors de leur première séance. Mais trop grandes pour qu'on leur cache sa réalité. Le mieux que vous puissiez faire, c'est instaurer de la stabilité et de la routine. Stabilité et routine. 2 concepts complètement étrangers à la vie de Maxwell, faite de vols internationaux, d'appels à minuit, et de voyages d'affaires spontanés. Mais peu à peu, son pantouse se transformait, 2 chambres redécorées avec du mobilier adapté, des jouets et des livres remplissaient les étagères autrefois minimalistes. Un frigo rempli de vraie nourriture, et non de plats à emporter. Le processus légal avançait avec une rapidité inhabituelle, accéléré par les ressources et connexions de Maxwell, confirmation ADN de sa parenté avec les jumelles, garde temporaire d'urgence passant progressivement en garde permanente. L'avocate des enfants, nommée par le tribunal, avait d'abord été sceptique, mais elle s'était adoucie en constatant le lien authentique qui se tissait entre Maxwell et les filles. 2 semaines après les funérailles d'Elizabeth, Maxwell se trouvait dans l'ancien box de stockage de Charlotte, désormais presque vide. La plupart des objets avaient été transférés chez lui, albums photos, souvenirs, carnets de naissance des filles. Mais il avait gardé les recherches de Charlotte pour la fin, ne sachant quoi en faire. Son téléphone sonna. Rachel, qui gérait Donovan Technologies en son absence. Max, comment ça se passe avec les petites? Maxwell regarda Lucy trier méthodiquement les documents de sa mère, pendant que Lily examinait une photo encadrée de Charlotte recevant son diplôme universitaire. Mieux que prévu. Ce sont des enfants remarquables. Et la garde progresse. Aucun obstacle majeur jusqu'ici. Il baissa la voix. Est-ce que ma mère a bougé? Rachel hésita. Elle est inhabituellement silencieuse. Le conseil te soutient solidement depuis votre confrontation. Mais quoi? Je ne lui fais pas confiance, Max. Elle prépare quelque chose. Après avoir raccroché, Maxwell s'agenouilla près de Lucy. Tu trouves des choses intéressantes? La plus sérieuse des 2 hocha la tête. Les papiers de la société de maman. Regarde. Elle lui tendit un dossier intitulé Protocole de prédiction des patients. À l'intérieur, un organigramme montrait comment le système d'IA de Charlotte s'intégrait aux dossiers médicaux électroniques pour signaler les patients à risque de détérioration rapide décelant des pathologies comme le cancer d'Elizabeth des années plus tôt, quand les traitements auraient encore été efficaces. Ta maman essayait de créer quelque chose qui aurait pu sauver ta grand-mère, expliqua doucement Maxwell. Les yeux de Lucy, si semblables aux siens, le fixèrent intensément. Tu peux finir? Tu fais des ordinateurs toi aussi, non? Je vais essayer, promit Maxwell. Plus tard dans la soirée, après avoir bordé les filles dans leur nouveau lit, dans leur chambre fraîchement aménagée, Maxwell s'assit dans son bureau pour relire plus en profondeur les recherches de Charlotte. Le concept tenait la route, les données préliminaires étaient prometteuses, mais la société avait manqué de financement avant d'achever les essais cliniques. Sa décision se cristallisa, il relancerait Neurosoft en tant que division de Donovan Technologies. Avec Charlotte créditée à titre posthume comme fondatrice et développeuse principale. Son travail sauverait des vies. Son héritage serait préservé. Une notification apparut sur son écran. Mouvement détecté à la porte d'entrée. La caméra de sécurité montrait Margaret Donovan dans le couloir, impérieuse même à travers l'image numérique. Maxwell soupira, se préparant, puis ouvrit la porte. « Mère, il est tard. »« Il faut qu'on parle », déclara Margaret, entrant sans attendre dans le pantouse. Elle s'arrêta net en voyant les vestes d'enfants accrochées à l'entrée, les petites chaussures soigneusement alignées dessous. « Alors c'est vrai. Tu joues vraiment à la poupée avec elle. »
Je les élève, rectifia Maxwell. Je ne joue à rien du tout. Margaret observa le salon transformé avec dédain. C'est une réaction émotionnelle passagère, Maxwell. Une fois la nouveauté passée, tu te rendras compte que tu n'es pas fait pour ça. Comme tu ne l'étais pas pour être mère. Les mots lui échappèrent avant qu'il puisse les retenir. Margaret tressaillit légèrement, puis se reprit. Je t'ai tout donné. Les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Tout, sauf le droit de faire mes propres choix, répliqua Maxwell, gardant la voix basse pour ne pas réveiller les filles. Pourquoi es-tu ici? Margaret se redressa, professionnelle. Pour proposer une solution. Les filles ont besoin de stabilité. D'une éducation convenable, avec des valeurs traditionnelles. J'ai rénové l'aile de ma maison à Boston. Elles auront les meilleurs tuteurs, iront dans les meilleures écoles. Non. Le mot flotta entre eux, simple et inébranlable. Ne sois pas têtu. Tu es un homme seul, sans expérience parentale, avec une entreprise à diriger. Je propose. Tu proposes de m'arracher encore des enfants, coupa Maxwell. La réponse est non. Ce sera toujours non. Le visage de Margaret se durcit. J'ai déjà déposé une demande de droit de visite en tant qu'arrière-grand-mère. Mes avocats pensent que j'ai de bonnes chances d'obtenir une garde partagée, vu ton mode de vie. Mon mode de vie? Un célibataire bourreau de travail vivant dans un penthouse. Pas vraiment un environnement idéal pour des enfants traumatisés. Les tribunaux statuent selon l'intérêt supérieur de l'enfant, Maxwell, pas selon les caprices émotionnels d'un homme en crise de la quarantaine. Avant que Maxwell puisse répondre, une petite voix se fit entendre depuis le couloir. On veut rester avec Papy Max. Lily se tenait là, en pyjama licorne, minuscule mais déterminée. Lucie apparut à ses côtés, comme toujours. On ne veut pas aller avec vous, ajouta fermement Lucie. Vous êtes la dame méchante de l'hôpital. Celle qui a fait pleurer grand-mère. Le visage de Margaret se crispa. Les enfants devraient être couchés à 7 heures. C'est exactement ce manque de structure qui m'inquiète, déclara Margaret. Oh, on a entendu crier, expliqua Lily. On vérifie toujours l'une l'autre quand il y a des disputes. Maxwell se plaça aux côtés des jumelles, posant une main protectrice sur chaque petite épaule. Mère, je pense qu'il est temps pour vous de partir maintenant. Ce n'est pas fini, avertit Margaret en se dirigeant vers la porte. Pas de loin. Une fois parti, Maxwell s'agenouilla face aux filles. Je vous promets que vous n'irez nulle part si vous ne le voulez pas. Vous restez avec moi. Lucie le fixa avec ses yeux sages. Elle peut vraiment nous emmener? Non, répondit Maxwell avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait. Elle ne peut pas. Cette nuit-là, il passa des appels à ses avocats, lançant les démarches pour obtenir une ordonnance restrictive contre Margaret et contester officiellement toute réclamation de garde. Au matin, il avait rassemblé la meilleure équipe d'avocats spécialisés en droit de la famille de Seattle. C'était une bataille qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. 6 mois passèrent, dans un tourbillon de procédures judiciaires, d'audiences, et du chaos quotidien de l'éducation de 2 jumelles de 8 ans. Maxwell avait obtenu la garde permanente. La demande de droit de visite de Margaret, cependant, restait en suspens, ses avocats trouvant sans cesse de nouvelles façons de retarder les décisions. Les filles s'étaient étonnamment bien adaptées à leur nouvelle vie. Elles fréquentaient une école privée progressiste où elles rattrapaient leur retard scolaire. Lucie montrait un talent remarquable en mathématiques et en informatique, la fille de Charlotte, sans aucun doute. Lily, de son côté, s'épanouissait dans les arts et l'écriture créative. Maxwell avait déplacé définitivement le siège de Donovan Technologies à Seattle, réorganisant son rôle pour pouvoir faire les sorties d'école et lire des histoires au coucher. La fameuse fusion, qui inquiétait tant sa mère, avait bien eu lieu, mais avec des conditions modifiées, ajoutant plusieurs milliards à la valorisation de l'entreprise. Mais sa plus grande fierté professionnelle venait de Neurosoft. Il avait rassemblé une équipe de chercheurs en IA et de professionnels de santé pour poursuivre le travail de Charlotte. Les premiers essais cliniques étaient prometteurs. La technologie pouvait potentiellement révolutionner la détection précoce de nombreuses maladies, y compris le cancer du pancréas, trop tard toutefois pour sauver Elizabeth. Monsieur Donovan, annonça son assistante par l'interphone, Monsieur Turner est ici pour vous voir. Maxwell leva les yeux, surpris. Il n'avait pas vu Robert Turner depuis les funérailles. Faites-le entrer. Robert entra, mal à l'aise comme toujours en intérieur.
Merci de me recevoir sans rendez-vous. Bien sûr. Comment allez-vous, Robert? On fait aller, répondit-il en s'asseyant lourdement. Je suis tombé sur quelques affaires de Lizzie. Il y a quelque chose que vous devez voir. Il posa une clé USB sur le bureau. Elle était cachée dans un double fond de sa boîte à bijoux. Il y avait ton nom dessus. Vous avez regardé ce qu'il y a dessus? Robert hocha la tête, grave. Oui. C'est pour ça que je te l'apporte tout de suite. Ce soir-là, après avoir couché les filles, Maxwell inséra la clé dans son ordinateur. Elle contenait un seul fichier vidéo, daté d'une semaine avant la mort d'Elizabeth. Son visage émacié apparut à l'écran, la chambre d'hôpital visible derrière elle. Max, dit-elle, la voix plus forte que dans ces derniers jours. Si tu regardes ceci, c'est que je ne suis plus là. Il y a quelque chose que je n'ai pas eu la force de te dire de mon vivant. Quelque chose à propos de Charlotte. Maxwell se pencha, le cœur battant. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, ta mère est venue me voir. Elle m'a offert 50 000 $ pour que je disparaisse et ne te contacte jamais. Quand j'ai refusé, elle m'a menacé. Le regard d'Elizabeth s'endurcit. Elle a dit que si j'essayais de t'annoncer la grossesse, elle ferait en sorte que tu perdes ta bourse à Yale. Que ton père te couperait financièrement. Maxwell sentit la nausée monter. Ce n'était plus seulement des lettres interceptées. Je n'ai pas pris l'argent, mais j'ai cessé d'essayer de te joindre. Je pensais te protéger. Elle détourna les yeux. Mais ce n'est pas le pire. Après avoir obtenu son diplôme, Charlotte a retrouvé tes coordonnées. Elle t'a écrit une lettre. Pour se présenter. Elle l'a envoyée, mais n'a jamais reçu de réponse. 6 mois plus tard, elle a croisé ta mère à une conférence tech à Boston. Elizabeth retint un sanglot. Margaret lui a dit qu'elle t'avait remis la lettre en main propre. Et que tu ne voulais rien avoir à faire avec elle. Que tu avais une vraie famille maintenant, et pas besoin de complications du passé. Maxwell m'y pose. Il ne pouvait plus respirer. Sa fille avait tenté de le contacter. Et sa mère avait de nouveau menti, brisant ce lien possible avec une cruauté calculée. Il relança la vidéo. Charlotte était anéantie, poursuivit Elizabeth. Elle n'a plus jamais tenté de te joindre. Elle s'est plongée dans son travail, déterminée à réussir sans toi, sans tes contacts. Quand elle et James sont morts, j'ai trouvé un journal où elle écrivait sur ce rejet. Comment cela avait forgé sa volonté de créer quelque chose de grand, par elle-même. Les larmes coulaient sur le visage de Maxwell. Sa fille, brillante, déterminée, était morte en croyant qu'il l'avait rejetée. Je te le dis maintenant parce que je vois combien tu aimes les filles. Combien tu aurais aimé Charlotte. Tu mérites de la connaître, Max. Et elle méritait de te connaître. Margaret nous a volé ça. À tous les deux. Le regard d'Elizabeth se durcit. Et j'ai peur qu'elle essaie de prendre les filles. Ne la laisse pas faire. Coûte que coûte. La vidéo s'arrêta. Maxwell resta assis dans le noir, submergé par une nouvelle vague de chagrin. Son téléphone sonna. C'était Rachel. Max, désolé d'appeler si tard, mais il faut que tu saches. Le conseil a reçu une proposition aujourd'hui. De ta mère. Quel genre de proposition? Un plan de restructuration qui te retirerait ton poste de PDG, tout en conservant tes parts. Elle prétend que ta situation familiale a compromis ton jugement. Sur quelle base? C'est là que ça devient grave. Elle a des documents, emails, notes, rendez-vous, tout suggérant que tu prends des décisions erratiques, que tu manques des réunions importantes, que tu mets l'entreprise en danger. C'est absurde. J'ai été totalement transparent avec le conseil. Ces documents disent le contraire. Et ils paraissent authentiques, Max. Certains membres du conseil sont inquiets. Maxwell raccrocha, abasourdi. Sa mère ne se contentait pas d'essayer de lui enlever les filles. Elle voulait aussi lui prendre son entreprise. Et elle avait apparemment fabriqué des preuves pour soutenir ses accusations. Un petit bruit le fit lever les yeux. Lucie était dans l'encadrement de la porte, silencieuse. Tu pleures, observa-t-elle doucement. Maxwell s'essuya rapidement. Juste une mauvaise nouvelle à propos de ta maman. Lucie s'approcha. La dame veut nous emmener, pas vrai? La méchante. Elle essaie, admit Maxwell. Il la regarda droit dans les yeux.
Mais je ne la laisserai pas faire. Jamais. La petite main de Lucie se posa sur la sienne. Maman disait toujours que les mauvaises personnes finissent par trébucher sur leurs propres mensonges. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Maxwell. La réunion du conseil était prévue pour vendredi, dans 3 jours. Margaret avait parfaitement orchestré son timing, présenté ses preuves de l'incompétence de Maxwell juste avant l'annonce des résultats trimestriels, maximisant ainsi l'anxiété des actionnaires. Maxwell était assis dans son bureau à 2 heures du matin, entouré des faux emails et mémos que Rachel avait réussi à obtenir. Ils étaient remarquablement bien fabriqués. Des communications prétendument envoyées par lui. Des conflits d'agenda inventés. Des décisions stratégiques sabotées par sa distraction. Quelqu'un était allé très loin pour créer cette fiction. Quelqu'un avec un accès interne et des compétences techniques. Quelqu'un qui travaillait avec sa mère. Un petit bruit dans le couloir le fit lever les yeux. Lucie, encore une fois, en pyjama rayé. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il, en minimisant rapidement les documents à l'écran. Elle secoua la tête. « J'ai rêvé de maman. Elle essayait de me dire quelque chose d'important, mais je ne pouvais pas l'entendre. » Maxwell ouvrit les bras, et Lucie grimpa sur ses genoux, chose rare, elle qui était la plus réservée des deux. « Elle me manque aussi, » dit-il doucement. « J'aurais aimé la connaître. » Lucie se blottit contre lui. Elle était très intelligente. Elle pouvait réparer n'importe quel ordinateur. Papa disait qu'elle parlait le langage des machines. Maxwell sourit tristement. Elle tenait ça de nous deux. Je pense que ta grand-mère Elisabeth était douée avec les systèmes aussi. Lucie bâilla. Maman gardait tout son travail important sur son disque spécial. Celui avec le lecteur d'empreintes. Tu l'as trouvé? Maxwell se figea. Lecteur d'empreintes? MHHM. Il était bleu, avec un dessus argenté. Elle ne laissait personne le toucher. Le lendemain matin, après avoir déposé les filles à l'école, Maxwell se rendit au centre de stockage où étaient gardés les derniers effets de Charlotte. Il fouilla chaque boîte, chaque caisse. Rien. Frustré, il appela Robert Turner. Un disque dur bleu avec un lecteur d'empreintes? Ça ne me dit rien, répondit Robert. Mais il reste encore des affaires de Lizzie dans son ancien appartement. Le propriétaire m'a donné jusqu'à la fin du mois pour vider. 1 heure plus tard, Maxwell était dans l'ancien appartement d'Elisabeth, un petit logement modeste mais empreint de chaleur et de souvenirs. Des marques sur le mur suivaient la croissance des jumelles. Les étagères débordaient de livres usés. De petites figurines en verre prenaient la poussière sur le rebord de fenêtre. Lizzie avait une cachette, expliqua Robert, soulevant une planche dans le placard. Pour les papiers importants, ou de l'argent d'urgence. Ça vaut le coup de vérifier. Sous la planche, un coffret ignifuge. À l'intérieur. L'acte de naissance d'Elisabeth? L'acte de décès de Charlotte? Des papiers d'assurance. Et un disque dur bleu avec un scanner argenté. C'est ça que tu cherchais? Je pense que ça pourrait tout sauver, répondit Maxwell. De retour à son bureau, Maxwell connecta le disque à un ordinateur isolé et sécurisé. Le scanner s'alluma en rouge. Il doit être calibré à l'empreinte de Charlotte, ou peut-être celle d'Elisabeth. Sur un coup d'intuition, il scanna le formulaire d'inscription scolaire de Lucie avec son empreinte enregistrée. Rien. Il essaya son propre doigt. Toujours rouge. Il allait abandonner lorsqu'il remarqua un petit trou de réinitialisation sous l'appareil. Il inséra un trombone, déclencha le reset, puis examina le boîtier de plus près. Une minuscule gravure attira son regard, DNA EPC 29. Il fit une recherche rapide, un prototype de sécurité biométrique par ADN, analysant une minuscule goutte de sang lors de la pression. Tremblant, Maxwell appuya son pouce. Une petite piqûre. Puis, la lumière devint verte. Charlotte avait verrouillé ses travaux les plus importants avec une clé ADN ouvrable seulement par son parent biologique. À l'intérieur du disque. L'intégralité des recherches de Charlotte. Ses algorithmes propriétaires. Les résultats des essais cliniques. Les demandes de brevets de la technologie Neurosoft. Mais surtout, un dossier intitulé « DT Security Breach ». Il contenait des preuves d'espionnage industriel sophistiqué ciblant Donovan Technologies. Des échanges de mails. Des transferts financiers. Des schémas techniques de logiciels espions.
Au centre de tout cela, Margaret Donovan. En collaboration avec Alan Weiss, responsable de la cybersécurité de l'entreprise. Ils avaient volé des secrets industriels et les vendaient à la concurrence depuis des années. Charlotte, en développant son IA médical, avait repéré des anomalies dans les protocoles de sécurité et avait tenté d'alerter Donovan Technologies, mais s'était heurté à ceux qui étaient derrière l'escroquerie. La dernière note de son journal était glaçante. Rendez-vous demain avec Margaret Donovan pour évoquer les failles de sécurité chez DT. Peu d'espoir, mais c'est la chose à faire. Ce rendez-vous avait eu lieu 3 jours avant l'accident de voiture qui tua Charlotte et James. Maxwell sentit le sang quitter son visage. Sa mère aurait-elle pu? Son téléphone sonna. L'école des jumelles. Monsieur Donovan? Ici le principal Edwards. J'appelle parce que Lucy et Lily n'ont pas été récupérées après l'école. Maxwell regarda sa montre, 15h45. C'est impossible, mon assistante devait venir à 15h30. Personne n'est venu, monsieur. Et quand nous avons contacté vos personnes à appeler en urgence, nous avons eu Margaret Donovan. Elle a dit qu'elle allait venir les chercher. Maxwell sentit son cœur s'arrêter. Elle les a prises? Non, monsieur. Nos dossiers montrent qu'elle n'est pas autorisée à venir. Les filles sont encore ici, dans mon bureau. Gardez-les là. J'arrive tout de suite. En courant vers sa voiture, il appela son équipe de sécurité. Trouvez Margaret Donovan immédiatement. Et donnez-moi tout ce que vous avez sur Alan Weiss sur tous ses déplacements l'année de l'accident de Charlotte Anderson. L'école était à 30 minutes en voiture dans de bonnes conditions. Maxwell mit 15 minutes, brûlant tous les feux rouges, l'esprit rongé par des scénarios horribles. Sa mère avait-elle seulement essayé de le discréditer professionnellement? Ou était-elle allée beaucoup plus loin? Les jumelles l'attendaient dans le bureau du directeur, inquiètes mais saines et sauves. Grand-père, s'écria Lily en courant vers lui. La dame méchante a essayé de nous prendre. Maxwell s'agenouilla, les prenant toutes les deux dans ses bras. Vous êtes en sécurité maintenant. Je vous le promets. Sur le trajet du retour, escortée par une équipe de sécurité montée en urgence, Lucy leva les yeux vers lui avec ses prunelles si lucides. Il se passe quelque chose de grave, pas vrai? Demanda-t-elle calmement. Oui, admit Maxwell. Mais je vais arranger ça. Votre maman nous a laissé la clé. Le matin de la réunion du conseil se leva, clair et lumineux. En décalage total avec la tempête qui couvait au siège de Donovan Technologies. Maxwell arriva tôt, accompagné de son équipe juridique et de sa sécurité personnelle. Les jumelles étaient en sécurité chez Robert Turner, protégées par une surveillance privée que même Margaret ne pouvait contourner. La salle du conseil se remplit lentement, l'air s'alourdissant de tension. Les membres du conseil s'échangeaient des regards incertains, conscients que quelque chose d'énorme allait se produire. Rachel croisa le regard de Maxwell de l'autre côté de la table et lui fit un léger signe. Tout était prêt. À 10 heures précises, Margaret Donovan fit son entrée, impeccable comme toujours dans un tailleur de créateur, l'assurance rayonnant de ses traits parfaitement maîtrisés. Elle hésita légèrement en voyant Maxwell déjà installé à la tête de la table. Son plan avait visiblement consisté à arriver la première pour imposer son autorité. Maxwell, dit-elle d'un ton glacial. Je suis surprise que tu aies trouvé le temps de te joindre à nous. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, mère, répondit Maxwell d'une voix calme. Veuillez vous asseoir. Theodore Wilson prit la parole. En tant que président, je déclare ouverte cette session d'urgence. Nous sommes réunis pour examiner la proposition de Margaret Donovan concernant une restructuration de la direction. En réalité, intervint Maxwell, avant de commencer, j'aimerais présenter de nouvelles informations très pertinentes pour notre discussion. Il fit un signe à Rachel, qui distribua des dossiers scellés à chaque membre du conseil. Les yeux de Margaret se plissèrent alors qu'elle recevait le sien. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle sèchement. Des preuves, répondit Maxwell simplement. D'une opération d'espionnage industriel menée depuis des années contre Donovan Technologies. Une opération orchestrée par vous, mère, et Alan Weiss, notre responsable cybersécurité. Des murmures éclatèrent dans la salle alors que les membres du conseil ouvraient leurs dossiers. À l'intérieur, des chronologies, des transactions financières, des communications, des analyses médico-légales. Toutes compilées à partir des recherches de Charlotte, et vérifiées par l'équipe de sécurité de Maxwell au cours des dernières 48 heures. C'est absurde, siffla Margaret.
Elle avait pâli légèrement, une teinte rouge montant dans son cou. Des documents fabriqués par mon fils, désespéré de garder le contrôle malgré son incapacité évidente à gérer sa vie personnelle et professionnelle. Les preuves parlent d'elles-mêmes, poursuivit Maxwell. Mais ce n'est pas tout. Alan Weiss est actuellement interrogé par les autorités fédérales pour son rôle dans cette affaire. Il vous a déjà impliqué, en échange de la clémence. Le visage de Margaret devint livide. Tu bluffes. Maxwell fit glisser son téléphone sur la table. Sur l'écran, un message de son chef de la sécurité. V-Stocking. Full confession. Vous avez vendu notre technologie à des concurrents pendant des années, déclara-t-il. Ma fille, Charlotte, a découvert votre opération alors qu'elle cherchait des partenariats pour son IA médical. Votre fille? Répéta Theodore, confus. Charlotte Anderson, la brillante développeuse de Neurosoft, le système d'IA médical que nous sommes en train de lancer sur le marché, expliqua Maxwell. Ma fille biologique, dont j'ignorais l'existence. Parce que ma mère a intercepté toutes les lettres envoyées par sa mère, puis par Charlotte elle-même. Un silence de plomb s'abattit dans la salle. 3 jours avant sa mort dans un accident de voiture avec son mari, Charlotte a rencontré vous, mère, pour vous parler des failles de sécurité qu'elle avait découvertes. Il se pencha en avant, la voix basse et menaçante. Les enquêteurs réexaminent actuellement le rapport d'accident. Le masque de Margaret se fissura enfin. Tu ne peux quand même pas croire que j'ai quelque chose à voir avec ça. C'était une nuit de pluie. La route glissante. Comme la nuit où j'ai rencontré les jumelles, nota Maxwell. Drôle comme l'histoire se répète. La porte s'ouvrit. Une femme en tailleur sombre entra, le visage fermé. Margaret Donovan? Je suis l'agent spécial Rivera, du FBI. Nous aimerions que vous nous suiviez pour interrogatoire concernant des faits d'espionnage industriel, de fraude électronique et d'entrave à la justice. Margaret fut escortée hors de la salle, protestant toujours son innocence. Le conseil resta sous le choc. Je pense, dit Théodore d'une voix tremblante, que nous pouvons reporter la discussion sur la restructuration. Plus tard dans la soirée, Maxwell était assis au sol dans son salon, entouré des rires de Lucie et Lily, en train de construire une forteresse de coussins et de couvertures. Les événements de la journée semblaient loin, ici, dans ce sanctuaire qu'ils avaient créé ensemble. Son téléphone sonna. Agent spécial Rivera, Monsieur Donovan. Je voulais vous informer personnellement. Nous avons trouvé des preuves reliant votre mère à un paiement versé à un garagiste. Celui qui a travaillé sur la voiture de votre fille la veille de l'accident. Ce n'est pas encore concluant, ajouta-t-elle, mais... Continuez de creuser, dit Maxwell calmement, regardant les jumelles collaborer à leur chef-d'œuvre d'architecture. Tout ce que vous trouvez, je veux le savoir. Il se glissa ensuite dans la forteresse de couverture, acceptant la lampe torche que Lily lui tendait solennellement. La méchante dame va aller en prison, demanda Lucie, toujours la plus directe. Probablement, répondit Maxwell honnêtement. Elle a fait des choses très graves. C'est pour ça qu'on t'a jamais rencontré avant, demanda Lily, blottie contre son épaule. Oui, admit Maxwell. Elle gardait beaucoup de secrets. Des secrets qui ont blessé bien des gens. Maman t'aurait aimé, déclara Lucie avec certitude. Elle disait toujours que les choses les plus importantes, c'était d'être honnête et gentil. 6 mois plus tard, Maxwell se tenait derrière un pupitre, les jumelles à ses côtés dans des robes bleues assorties, face à une assemblée de professionnels de santé, d'investisseurs et de journalistes. Aujourd'hui marque le lancement officiel du protocole Charlotte Anderson, annonça-t-il. Un système d'intelligence artificielle révolutionnaire, capable de détecter le cancer du pancréas et d'autres maladies agressives jusqu'à 4 ans avant l'apparition des symptômes conventionnels. La salle éclata en applaudissements, mais la voix de Maxwell resta posée, bien que nouée par l'émotion. Ma fille Charlotte ne m'a jamais connu. Des circonstances, et certaines personnes, nous ont tenus éloignés. Mais son intelligence, sa détermination, sa vision, vont désormais sauver d'innombrables vies. C'est ça, son héritage. Il baissa les yeux vers les jumelles qui le regardaient avec une fierté radieuse. Et ces jeunes filles remarquables sont aussi son héritage. Mes petites filles, qui m'ont ramené à une famille que je ne savais même pas avoir perdue. Margaret avait été condamnée pour plusieurs crimes fédéraux et écopée d'une peine de 15 ans de prison. L'enquête sur l'accident de Charlotte restait ouverte, bien qu'aucune preuve concluante de sabotage n'ait encore été trouvée.
Maxwell avait fait un don important pour fonder une cellule dédiée aux affaires classées impliquant des accidents suspects, déterminée à ce que la vérité, quelle qu'elle soit, finisse par éclater. Donovan Technologies, loin de sombrer dans le scandale, avait floré sous la direction recentrée de Maxwell. La division Neurosoft révolutionnait la médecine préventive, avec des hôpitaux dans tout le pays mettant en place la technologie développée par Charlotte. Ce soir-là, après la cérémonie, Maxwell était assis avec les jumelles sur le balcon du Penthouse, regardant le coucher de soleil teinter le ciel de Seattle de nuances d'or et de cuivre exactement la couleur de leurs cheveux. « Grand-père » demanda Lily. « Tu crois que maman et grand-mère Elisabeth peuvent nous voir depuis le ciel ?» Maxwell entoura chaque enfant de son bras. « Je crois que oui, et je pense qu'elles sont très fières de vous deux. »« Et de toi aussi » ajouta Lucie d'un ton catégorique. « Tu as réparé le programme de maman. Tu l'as fait fonctionner. »« On l'a fait ensemble » corrigea doucement Maxwell. « En famille, on n'accomplit plus qu'en étant seul. » Plus tard, après avoir bordé les filles dans leur lit, Maxwell se tint dans son bureau, contemplant les photographies qui tapissaient désormais les murs. Elisabeth jeune, Charlotte à sa remise de diplôme, les jumelles à différentes étapes de leur enfance. Et un portrait de famille, pris la semaine précédente, montrant Maxwell entouré de ses petites filles. 30 années de silence et de secret avaient failli tous les briser. Mais le destin, ou peut-être la détermination d'Elisabeth, au-delà de la mort, avait amené les jumelles exactement à ce coin de rue pluvieux, le soir même où Maxwell passait par là. La boucle est bouclée, pensa-t-il. De la perte à la rédemption, de l'isolement à la famille. Son téléphone vibra, un message de Robert. Anniv des filles le mois prochain. Je prépare une fête surprise. Tu viens? Maxwell sourit en tapant sa réponse. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Sur son bureau reposait le journal de recherche de Charlotte, qu'il lisait chaque soir. Apprenant à connaître sa fille à travers son esprit brillant et sa volonté farouche. Ce soir-là, il ouvrit à une page qu'il avait marquée, l'un de ses derniers écrits. Astérisque parfois, je me demande qui est mon père biologique. Maman dit qu'il devait avoir ses raisons pour ne pas vouloir me connaître. J'ai décidé que c'est lui qui a perdu quelque chose. Moi, je construis quelque chose qui aidera les gens, qui sauvera des vies. Je crée un héritage qui a du sens. Et si mes filles apprennent une chose de moi, j'espère que ce sera celle-ci. La famille qu'on se choisit peut être aussi forte que celle dans laquelle on est. L'amour est un choix qu'on fait chaque jour. Maxwell referma le journal, le cœur gonflé. Charlotte avait raison. L'amour est un choix. Un choix qu'il faisait chaque matin. Quand il se réveillait au brouhaha des jumelles se disputant la salle de bain. Chaque après-midi quand il quittait le bureau plus tôt pour les récupérer à l'école. Chaque soir quand ils dînaient ensemble, partageant leur journée. Elisabeth lui avait demandé de ne pas gâcher encore 30 ans. Et en regardant la vie qu'il avait bâtie avec Lucie et Lily, il savait qu'il honorait cette promesse. Le passé ne pouvait pas être changé. Mais l'avenir, leur avenir, était encore à écrire. Et il était magnifique. Grand-père? Appela la voix endormie de Lily depuis le couloir. Tu peux vérifier s'il y a des monstres? Maxwell sourit, posant le journal de Charlotte. Certaines parties de la parentalité sont universelles. J'arrive, ma chérie, répondit-il. Je viendrai toujours quand tu m'appelles. Et au fond de lui, il savait qu'Elisabeth et Charlotte souriaient aussi.